Lundi, début de la semaine, on se retrouve encore aujourd'hui dans notre espace pour analyser les questions d'actualité parce que tous, vous savez, en tout cas, c'est ici, notre communauté. C'est ici qu'on analyse les questions d'actualité avec une certaine pertinence, avec objectivité, avec impartialité, avec nécessité d'orienter les esprits des Congolais pour l'intérêt de leur pays. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. Prenons l'émission, partageons l'émission, commentons, discutons. S'il faut passer par les appels, réalisons-les pour que nous puissions comprendre comment orienter, en tout cas, ce cadre. Pas ailleurs, n'allez jamais ailleurs. Ici, chaque jour, on est ici. En tout cas, merci, ça nous va toujours droit au cœur. Nous avons promis qu'au début de chaque émission, nous allons lire une disposition de la Constitution. Aujourd'hui, nous prenons l'article 58 de la Constitution, qui dit ceci. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Ce sont des obligations. Mais curieusement, lorsqu'il faut lire autant de dispositions de la Constitution, autant d'articles de la Constitution, vous allez vous rendre compte que la Constitution est violée pratiquement chaque jour. Le non-respect est tangible. Alors vous allez même vous poser la question, mais que servent tous ces articles ? Droit à l'éducation, droit à l'enseignement, droit à ceci, droit à la santé, droit... Vous allez vous rendre compte qu'on n'a rien respecté. Et je crois à partir de demain, nous allons partir comme ça, droit à, droit à, droit à. Vous allez vous rendre compte, vous allez poser la question. En fait, simplement, nous ne sommes pas sérieux. Et voilà, l'article 58 de la Constitution. Depuis près de 100 jours, plusieurs quartiers de la zone de Mboudi à Kisasa n'ont plus eu une seule minute de courant. Mboudi est pourtant à l'intérieur de la capitale de la République démocratique du Congo, dont la puissance hydraulique et les barrages pourraient éclairer toute l'Afrique et une partie de l'Europe à elle seule. La RDC possède le plus gros potentiel hydraulique du continent et 13% de la puissance hydraulique mondiale. Pourtant, le pays a l'un des plus faibles taux d'électrification du continent. Mafia incontrôlable et ancrée depuis des décennies au sein de la Compagnie nationale d'électricité, détournement de fonds qui en empêchent la bonne gestion, manque de volonté politique des acteurs au pouvoir qui peuvent se contenter d'utiliser des groupes électrogènes laissant la population dans des conditions catastrophiques, infrastructures endommagées, manque d'entretien ou encore faible niveau de développement des réseaux de transport et de distribution même dans les zones non touchées massivement par le génocide des Congolais, voici quelques éléments qui empêche la RDC d'occuper sa place stratégique mondiale en matière d'énergie. Merci. Nous prenons les questions et les informations, questions d'analyse d'aujourd'hui. Nous commençons d'abord par l'UDPS, parce que vous savez, il y a eu l'appel la fois passée d'un meeting. Je ne sais pas, il faut parler d'un meeting ou quoi, initié par un cadre de l'UDPS, le docteur Etienne Longondo, pas dans le siège de l'UDPS, mais vers, en tout cas, Sainte-Thérèse. Là, nous sommes en Djili. Simplement pour lui, il faut refaire les choses, il faut qu'on regarde autrement parce que le parti, l'UDPS, est mal géré. Ça, c'est selon Etienne. Nous avons suivi le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, dire que ne suivez pas Etienne, ne faut même pas l'en vouloir. Ce qu'ils font, ils ne comprennent pas. Effectivement, nous attendons beaucoup d'appels. Aujourd'hui, il faut un concret pour revoir comment fonctionne autrement le parti. Ce qui est vrai, il y a trop d'agitation à ce jour du côté de l'UDPS. Trop de frustration. Certains disent parce qu'ils ne se retrouvent pas. D'autres ont d'autres raisons aussi. Sinon, substantiellement, il y a trop de mécontentement.
Mais Pascal dit ceci. À ce jour où le pays est attaqué, je pense que le parti présidentiel devrait prêcher par l'exemple. On va revenir. Deuxième question, l'affaire Jean-Michel Boussa. Nous avions suivi son intervention lors d'une matinée scientifique organisée par les professeurs de l'université de Kinshasa. Il intervient, il dit, depuis 60 jours aujourd'hui, si les choses ne marchent pas au pays, c'est par manque de leadership. Un leadership visionnaire, un leadership transformationnel. Et ce propos n'a pas chanté, n'a pas arrangé beaucoup de gens, surtout ceux de l'UDPS, qui estiment qu'il a mis en cause le leadership du président de la République. Et par conséquent, il faudrait qu'il quitte maintenant le gouvernement pendant que le président de la République préside encore la destinée de ce pays. Nous allons encore revenir sur cette question pour analyser. Le Haut-Katanga, le gouverneur Kiaboula s'est adapté à l'esprit constitutionnel en formant son gouvernement avec 10 membres. Et le dossier du Sénat va nous intéresser avec la position prise maintenant par le ministre de la Justice, où il voudrait que les choses soient, en tout cas, clarifiées normalement. Allez, nous partons, nous commençons les analyses. La question de l'UDPS, comme nous l'avons dit, à ce jour, il y a trop de contestations, il y a trop de mécontentement, il y a trop de frustration, et il y a des camps qui se dessinent aujourd'hui. Les uns voudraient rapidement qu'on revoie la récomposition du parti. Pour eux, estiment-ils, avec Augustin Kabouya, les choses ne marchent pas très bien, donc il faut changer de personnes. Pour cela, il faut aller finalement au Congrès pour que le Congrès en décide. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas très important à ce jour. Augustin Kabouya, c'est celui qui a donné d'ailleurs la majorité parlementaire au président de la République à travers les dernières élections organisées. Le parti, à ce jour, n'est pas mal organisé, bien organisé. Par contre, il faut plutôt appuyer Augustin Kabouya parce que la charge, oui, a cette charge sur ses épaules, question qu'on l'accompagne pour que finalement, on ne donne pas, le chef de l'État n'ait pas la honte. Mais Pascal Ondje dit ceci. À ce stade au pays, il y a des problèmes très sérieux. Le problème le plus inquiétant, en fait, c'est la guerre que nous connaissons. Le M23 et ses complices prennent des villages. Et sur place ici, nous avons trop de complices. Et c'est comme ça qu'il faut travailler sur le volet de l'identification de s'infiltrer. Ces infiltrés qui travaillent en intelligence avec le M23 et les complices, entre autres ici les Nanga, ainsi de suite. À ce jour, nous avons compris comment les États-Unis également, visiblement, appuient le M23 avec l'appel à la trêve, seulement après que le M23 ait pris Kanyabayonga. Nous avons analysé ça la fois passée. La situation est inquiétante parce qu'à partir du moment où on n'a pas le plein pouvoir à pouvoir gérer tout le pays parce qu'il y a des partis qui sont aujourd'hui entre les mains des ennemis. À ce jour où le monde entier comprend que le Congo est attaqué, en tout cas agressé par le Rwanda, je ne pense pas de mon point de vue que la République constate ou observe la scène de distraction auprès du parti politique au pouvoir, ici précisément l'UDPS. Oui, évidemment, peut-être, je ne peux pas dire peut-être, il y a des frustrations. Ça ne peut pas manquer dans une société. Je ne pense pas que si vous posez l'acte aujourd'hui, l'agir aujourd'hui, il sera compris de la même manière par tout le monde. Les uns vont l'accepter, les autres vont le récuser. Ainsi fonctionne la société. Est-ce que c'est pour autant qu'on puisse oublier l'objectif ultime, le besoin essentiel, la préoccupation de toutes les préoccupations qui essaient de voir notre pays garder, en tout cas, son intangibilité?
Est-ce que l'UDPS, pendant que le pays est attaqué de cette manière, mérite-t-elle être distraite à partir du moment où le chef de l'État nécessite une demande de réflexion? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des rencontres dans le cadre de l'UDPS comme objet comment appuyer le chef de l'État à pouvoir atteindre l'objectif, celui de chasser le M23? Comment le parti au pouvoir, l'UDPS, peut appuyer les institutions pour qu'on trouve solution à cette question? Comment fédérer les énergies à l'interne pour que on puisse détecter les ennemis? Je pense, de mon point de vue, à ce stade du temps où le pays est attaqué, c'est de cette manière qu'il faut réfléchir. Regardez le cas de l'Ukraine. L'Ukraine est attaquée par la Russie. Beaucoup de villes sont occupées par la Russie. En Ukraine, on ne parle plus élection. L'objectif à l'Ukraine, peu importe les faiblesses du président, l'important aujourd'hui, c'est de résoudre d'abord ce problème qui met en mal le pays. C'est la priorité des priorités. Le reste viendra après. Mais chez nous, le parti, en fait, qui prêcherait par l'exemple, l'UDPS en exergue, aborde plutôt d'autres questions que la question fondamentale, la question de la vie du pays. Et c'est là où, quand je fais l'analyse, je constate une certaine déception et je me dis, finalement, c'est quoi? Oui, les gens se sont battus depuis longtemps. Il fallait qu'ils se retrouvent. Nous autres, nous sommes là. Qui ignore le combat de Pascal? Est-ce que j'ai bénéficié de l'ordonnance? Nous sommes là. C'est vrai, les gens se sont battus très sérieusement. Mais depuis qu'ils ont obtenu le pouvoir, ils ne se sont pas retrouvés. Ça, c'est évident. Mais dans quel contexte maintenant faire cette réclamation? N'y a-t-il pas moyen de le faire aussi à l'interne, de façon à ne pas agiter même l'opinion nationale comme internationale? C'est le temps qui n'est pas bon d'aborder certaines questions. Élection de 2028, c'est très loin. On ne peut pas trouver un prétexte de penser avoir de bonnes élections en 2028 pour sauver le parti. Déjà maintenant, au début du deuxième mandat, on a tout le temps. Est-ce que si on laissait par exemple une année ou 2 années, le temps qu'on trouve solution à cette question de l'Est, on perdrait quoi en toute réalité? Et donc, le problème substantiellement, ça n'a rien à voir avec l'organisation du parti pour les prochaines élections, mais plutôt pour le positionnement des individus, parce que les gens voudraient déjà à l'immédiat se retrouver aussi. Pour ça, les gens ont raison, mais simplement, il faut maintenant aller méthodiquement dans le calme pour éviter de servir de béquilles à ceux qui veulent, bien entendu, déstabiliser le pays. Et voilà, de mon point de vue, je crois que ce n'est pas opportun d'engager de tels débats dans le cadre du parti, parti de PES, le parti au pouvoir. À ce stade, on serait plutôt trop réfléchi, trop regardant à ce qui se passe à l'Est pour penser à une solution efficace et pour définir, bien entendu, l'apport du parti afin qu'on chasse de nos terres ces envahisseurs qui mettent en mal non seulement le pays, mais également ses habitants qui sont nos frères et sœurs dans cette partie du pays. À l'Est alors. Merci. Notre question toujours avec l'UDPS, c'est l'affaire Jean-Lucien Boussa, l'actuel ministre de portefeuille. Les professeurs organisent la fois passée une matinée scientifique à l'université de Kinshasa. Il est invité
comme économiste, pour donner son point de vue scientifique sur une question. Il y fait une analyse. L'analyse en rapport avec le développement, ou sinon le sous-développement de notre pays. Il estime à son niveau que tout part du manque de leadership visionnaire, transformationnel, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, depuis 60 alors, jusqu'à ce jour. Et c'est lorsqu'il a dit jusqu'à ce jour, ça veut dire qu'il implique aussi le président de la République. Pour les combattants de l'UDPS, Jean-Lucien Boussa a manqué du respect au président de la République. Jean-Lucien Boussa n'a pas reconnu le leadership du président de la République. Par conséquent, il doit démissionner. Parce qu'il serait inconcevable que lui, qui estime que le président de la République n'a pas un leadership, compose dans son gouvernement. Ah, ça devient sérieux. De l'autre côté, Jean-Lucien Boussa, ses collaborateurs disent, oui, il a parlé du manque de leadership, mais c'est dans le sens collectif des Congolais. Et donc, il n'a pas parlé spécifiquement du président de la République. Ah non, et c'est là où Pascal dit, lorsqu'on parle du leader, il s'agit du leader, celui qui prend le devant. Les autres l'accompagnent, ils feront leur leadership, mais des leaderships dépendants du leader qui prend le devant, celui qui est au premier plan. Comme les fourmis qui marchent, il y a quelqu'un qui montre la voie. Et donc, lorsque dans un pays on parle du manque, dans le cadre du pays, manque de leadership, on voit directement le président qui doit tenir le flambeau pour conduire le reste. Il faudrait peut-être dire que, en tant que scientifique, il ne pouvait qu'être honnête. Et là, on court le débat et on s'assume. Parce qu'on trouverait, je trouve aussi un peu aberrant, vous ne reconnaissez pas le leadership de la personne qui conduit les choses au pays. Mais vous faites partie de son équipe. Mais sur le plan du bon sens, ça ne passe pas. La meilleure des choses, cette fois-là, aurait été de tirer les conséquences et rester maintenant avec la personne qui peut un jour vous faciliter ou vous prouver le leadership dans la gestion de l'État. Mais lorsque vous vous cramponnez, ça veut dire que vous ne comprenez pas vous aussi ce que vous faites. Qui doit prouver ce leadership? Mais c'est les différents dirigeants. Mais le dirigeant n'est pas que le président de la République. Vous qui êtes membre du gouvernement, chacun dans son secteur devra maintenant imposer le leadership. Nous demandons aussi, dans votre secteur, tout en restant bien entendu dans notre logique, parce que nous avons dit, le vrai leader, c'est celui qui tient le flambeau dans le cas d'espèce du pays, c'est le président de la République d'abord. C'est lui qui choisit le Premier ministre. C'est par sa vision. Le Premier ministre choisit les ministres, que lui entérine, c'est par sa vision. C'est lui qui nomme les mandataires, c'est par sa vision. Et donc, si tous ces gens ne travaillent pas bien, et donc c'est lui alors qui sera le premier responsable. Lorsque vous parlez de leadership, ça veut dire que c'est celui qui a nommé ces gens dans les postes, différents postes, qui a fait le mauvais choix. Donc, il s'agit effectivement du président de la République que vous parlez. S'il vous plaît, il y a un téléphone qui me dérange. Et voilà. C'est dans ce contexte que on souhaite, les membres de l'UDPS souhaitent le départ de Jean-Lucien Boussa du gouvernement. D'autres vont plus loin pour dire, mais Jean-Lucien Boussa, lui-même, dans les différents secteurs qu'il a eu à conduire, à quel niveau il s'est distingué? Je crois qu'il a été au plan il a été commerce extérieur, et finalement aujourd'hui au portefeuille, les gens s'interrogent sur le prévalu. Bon, en tout cas merci. On va aussi voir, moi si j'étais à la place de Jean-Lucien Boussa, j'allais simplement tirer ma révérence, partir
Et puis c'est tout, parce qu'il ne faudrait pas que je n'affiche l'image de quelqu'un qui se cramponne uniquement pour le pouvoir, alors qu'en réalité, dans son fond, il n'est pas d'accord avec ce qui se fait. C'est ça que ça donne comme impression. En tout cas, merci. L'autre affaire, c'est l'autre dossier plutôt, c'est un rapport avec le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula. Après sa convocation par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, Jacques Chabani, qui a estimé qu'ils n'ont pas respecté la disposition de la Constitution, l'article 198, alinéa 5, qui veut que le gouvernement provincial soit composé de 5 ministres. Lui, Jacques Kiabula, et son collègue de Kinshasa, Daniel Bumba, sont allés outre, sont allés jusqu'à 20 commissaires, 20 ministres. Et le ministre les avait convoqués, il a estimé qu'ils ont violé la Constitution, ils doivent s'adapter à la Constitution. Kiabula est rentré à Lubumbashi et il a recomposé son équipe. Il a sorti notre équipe gouvernementale. Il s'est adapté à la Constitution. Il a 10 ministres aujourd'hui. Et pour ça, Pascal, je dis bravo et vous êtes souple. Mais de l'autre côté, pour la ville province de Kinshasa, juste ici, aucune décision du gouverneur. Et pourtant, il y a beaucoup d'urgence dans la ville de Kinshasa. Nous sommes allés aux élections en décembre. Nous avons traîné pour avoir le gouvernement. Nous avons traîné pour avoir les assemblées provinciales. Nous avons traîné pour avoir les gouverneurs. Nous avons les gouverneurs. Nous traînons pour avoir l'équipe qui doit travailler avec le gouverneur. Le temps n'est pas que congolais, s'il vous plaît. Vous sortez votre gouvernement. On constate que vous avez violé la disposition 198 de la Constitution. Faites tout pour s'adapter. Faites tout pour respecter la Constitution. Après votre échange avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, vous prenez encore beaucoup de temps. Jusqu'à quand alors votre gouvernement sera investi pour que celui-ci, finalement, commence le travail normalement? Beaucoup d'urgence à Kinshasa aujourd'hui. Je passe la fois passée à partir, s'il vous plaît mes frères, quand vous regardez la ville de Kinshasa aujourd'hui, franchement vous dites mais finalement nous sommes où et nous allons où? Nous devons le dire, ça ne va pas. Si pendant la saison sèche on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer pendant la saison de pluie? Ça ne va pas à travers la ville de Kinshasa. Tout est délabré, tout est sale et honteux. L'avenue université. Vous allez vous dire, ici c'est les singes, ici c'est les animaux, c'est les cochons, les gens qui vivent, ou c'est quoi? L'avenue est délabrée comme vous n'avez pas l'idée. Il y a un bon rond-point là qu'on appelle le rond-point Yolo-Ezo. Avant comme après, vous regardez, vous dites, en tout cas, je suis confondu, je ne sais pas, je suis dans quelle ville. Je crois que c'est dans la compétence du gouvernement provincial. Votre prédécesseur a fait le fisc et l'avenue qui coûte et Lengesa. Mais activez vos services rapidement, que votre gouvernement soit investi. Vous avez des défis. Mais maintenant, c'est la distraction qui est affichée parce que je ne comprends pas pourquoi on doit encore traîner. Celui de Lubumbashi ne sortirait pas son gouvernement avant vous. Parce que c'est vous qui avez beaucoup de priorités. C'est quoi ça finalement? Pour avoir le gouvernement national, nous avons pris tout le temps. Et pour avoir un gouvernement provincial pour la ville de Kinshasa ici, on doit encore prendre tout le temps.
Et à quand le travail? À quand, s'il vous plaît? À quand? Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce qu'on est fiers aujourd'hui lorsqu'on se promène dans la ville de Kinshasa? Et c'est dire je suis du pouvoir. Dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, quel est cet artère aujourd'hui qui est propre, à part ce qu'on a construit dernièrement, parce qu'on peut pas déléguer, c'est ainsi de suite. Quel est cet artère qui est propre aujourd'hui? Mais le gouverneur, vous êtes, je crois, l'enfant de la commune de Kinshasa, Barumbu et Lingwala. Regardez dans quel état sont vos communes. Alors, au lieu de sortir le gouvernement rapidement, imposer le travail pour que les choses s'améliorent petit à petit, et voilà, c'est une distraction. Vous sortez le gouvernement de 20 personnes. On dit non, c'est contraire à la Constitution. Adaptez-vous à la Constitution. Depuis lors, vous avez croisé les bras et on observe. Le gouvernement n'est pas investi. Le travail n'est pas fait. C'est quoi? Regardez la France, regardez notre pays. On fait l'élection aujourd'hui. Déjà, on sent que c'est le Premier ministre sort de tel parti politique et déjà demain, le Premier ministre dépose maintenant sa démission. Le jour suivant, on nomme plus en avance. Et qui ont tout. Ils ont tout. Mais ils sont pressés d'ouvrir le temps. Mais nous qui manquons tout, nous sommes toujours à la traîne, toujours en retard. Si vous voulez comprendre les Congolais, même dans les aéroports, lorsqu'on quitte l'avion, le temps d'aller chercher le transport, regardez comment les Congolais marchent. Très lentement. Des gens fatigués. Mais les autres, c'est rapidement, ils partent finalement rapidement, ils prennent le transport, ils sont partis. Mais les Congolais viennent là, comme des gens fatigués. Le temps n'est pas congolais. Nous attendons au gouverneur de la ville province de Kinshasa, nous sorte son gouvernement qui peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on n'est plus sûr dans cette allure, en tout cas, je ne sais plus avoir confiance et tout ce qui pourrait être promis dans la ville de Kinshasa. En tout cas, Pascal, je ne suis plus sûr. Merci. Nous allons au Sénat finalement. Le dossier d'une créance de 3 millions de dollars américains. Nous vous avons parlé la fois passée de paiement également hors circuit bancaire, des indemnités des sorties des sénateurs. Nous avons suivi l'ancien deuxième président, celui qui a remplacé Modeste Bahati lorsqu'il est allé à l'Assemblée nationale après les élections, à la personne de Nongonde Massao Sangouma. Il a fait une déclaration au Sénat comme pour parler de cette question aussi. Non, il a fait cette déclaration plutôt à l'antenne de, je crois, c'est au Congo. Il accusait directement Modeste Bahati. Lui aussi dit, il ne reconnaît pas avoir touché un tel montant. Il ne reconnaît pas. Maintenant, il se jette des balles. Et pourtant, de l'autre côté, le bureau d'âge démontre effectivement qu'il y a une gestion. 3 millions crée un vide maintenant que le Sénat est obligé de payer. Et qui a pris cet argent? Le ministre de la Justice écrit une lettre. Il dit, en attendant le rapport de l'inspection générale des finances, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, suspend toutes les sorties de fonds du compte bancaire du fonds spécial de répartition. Non, non, là c'est pour les indemnités, s'il vous plaît. Et il prend une lettre, il demande plutôt à l'inspection générale des finances d'aller vite auditer cette question et comprendre comment a été géré cet argent. Parce que 3 millions, c'est beaucoup. Ici, on ne parle que de millions en RDC. 3 millions, c'est beaucoup. Et donc, si Modeste Bahati ne reconnaît pas les 3 millions, si celui qui l'a remplacé, en tout cas Sangouma, lui aussi ne reconnaît pas, et il jette les responsabilités à Bahati, et donc, entre les deux, il y a un qui a pu
en tout cas mal gérer cet argent, parce qu'on a dit les frais de déplacement des députés, les frais médicaux des députés, ainsi de suite, mais jusqu'à 3 millions de dollars américains. Je parle des députés, mais il fallait parler des sénateurs. 3 millions, mais c'est beaucoup. Beaucoup d'argent alors. Nous voulons voir en fait compte et comment cette question sera gérée. Il y a l'autre question d'argent. Non, ce pays sont sérieux, franchement. Sont sérieux. Mais c'est la question que j'étais en train de lire ici. Nous vous avons parlé la fois passée des indemnités des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, où 2 armées étrangères se sont affrontées. On est allé en justice, on a condamné l'Ouganda, et l'Ouganda qui a accepté payer ses indemnités. Ses indemnisés, ou indemniser ses victimes, c'est comme ça qu'il faut dire. Pour le montant, ça pose problème. Il y a d'autres qui m'appellent à partir des États-Unis pour me dire non, Pascal, ce n'est pas 300 millions, mais c'est 1 milliard de dollars américains. Ah bon? D'autres m'appellent pour me dire non, ce n'est pas 1 milliard, c'est 600 millions. Waouh! Et moi-même, j'ai eu l'information telle que c'est 300 millions. Et lorsque nous avons balancé 300 millions, c'est l'inspecteur général de l'IGF, Gilles Alenguete, qui va m'appeler pour me dire non, parce que ce n'est pas 300 millions, mais c'est 150 millions. Mais nous avons des difficultés maintenant, on ne sait pas comment repartir cet argent, comment procéder, parce que ces victimes-là, pas seulement ceux qui étaient morts, il y a des blessés, il y a des gens qui ont perdu leurs biens, ainsi de suite. Il faut identifier tout ça et prendre une décision finale. Et voilà pourquoi ça prend un peu du temps. Mais l'argent est gardé. On peut penser à la réhabilitation de l'électricité, la régie des eaux, ainsi de suite. Il a réfléchi, il m'a parlé. D'accord, c'est vous qui gérez les fonds, c'est vous qui gérez l'argent. Lorsque vous me donnez une telle version, je ne peux qu'accepter. On avait créé à son temps ce qu'on appelle le FRIVAO, Fonds de répartition et indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. FRIVAO. Mais je crois qu'on devrait avoir l'avis du coordonnateur de FRIVAO pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que, en fait, quand c'est le ministre, l'actuel ministre de la Justice, nous vous avons dit même lors de la remise et reprise, lorsqu'il est tombé sur cette question, il a émis des réserves. Parce qu'il voulait aussi voir clair. Il dit ceci: en attendant le rapport de l'inspection générale des finances, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, suspend toutes les sorties de fonds du compte bancaire du Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda. Le fonds de FRIVAO. Il suspend la sortie parce que simplement, il faudrait que les finances nous disent effectivement combien il y a maintenant, bien entendu avec le rapport maintenant de FRIVAO sur l'identification de cette victime, afin de procéder bien entendu à la réalisation de ce que l'État estime être bon pour ses victimes. Cette question aussi dérange, parce que d'autres personnes parlent déjà des détournements de cet argent, des détournements. Mais si c'était 1 milliard, si c'était 6 millions, si c'est 300 millions, et qu'aujourd'hui on parle de 150 millions, est-ce qu'il y aura un secret? Tout le monde sera fixé, on saura, l'Ouganda avait déboursé combien. Mais lorsque nous disons comme ça, je pense que l'Ouganda aussi nous suit. Je crois faire confiance à la version de l'inspection générale ou de l'inspecteur général des finances Alenguete, Jules, qui m'a parlé de 150 millions de dollars américains. Toujours avec le ministre de la Justice, il a échangé avec les victimes de la mauvaise justice. Ça, j'ai aimé une telle initiative. Le ministre se déplace avec son équipe.
il appelle les différentes personnes qui ont des problèmes, surtout ceux qui ont perdu des parcelles. Les plus forts ont confisqué leurs parcelles. Et la faiblesse de la justice est incapable maintenant de donner raison aux faibles. Et il a initié une rencontre comme ça, en foraine. Chaque victime a essayé d'expliquer sa situation. Et quand vous entendez, ça fait mal. Les plus forts s'imposent toujours sur les plus faibles. Lui-même, hier, avait dit, le ministre de la Justice alors avait promis qu'il va se battre contre les antivaleurs. La justice devra être équitable pour tout le monde. Alors maintenant, j'ai eu l'impression qu'il a eu suffisamment de dossiers. Nous aussi, nous allons les suivre à la lettre. Comment il va réagir? Suivons d'abord ce qui a été ces échanges avec le ministre. Depuis 2015, tant babotol biso lopangu babuki ndaku bakimisi biloko nyonso papa akufi atiki biso na mama abandi kolandela dossier ya lopangu baye baleve mama akei ti lelo totikali ba ofele na ba ofeli yango toye ko réclamer droit na biso toza na posa tozwa lopangu na biso yango tosengi justice esalama po na biso. Ça fait 50 ans. On a spolié ma maison. Nous sommes allés au tribunal. Nous sommes allés à la cour qui m'a rétrocédé la maison, mais je ne peux pas l'occuper. On met très mal partout. La veuve n'a pas de justice. Je suis dehors. Et j'ai besoin de vous, monsieur le ministre. Tout ça, le problème, la concession, la 7e rue, quartier industriel, numéro 26, la commune la limitée. Après ça, qui dit décision, la IG, pour la restauration, la biso. Depuis les 11, qu'on a réinstallé biso, le présidence de la République, Bengi, qui va arrêter, déjà l'installation. Les lois sous réinstallation et bandi, le ministre de la Justice, a Bengi, le va arrêter réinstallation. Donc, la parcelle en haut, va loger les policiers, les officiers policiers, va faire décès, donc va occuper la biso. Je voudrais seulement qu'on puisse me réinstaller. Puisque j'étais avec Mme Virginie et le ministre Tambouma à l'époque, depuis 2019. J'ai les papiers de réinstallation, j'ai tout, j'ai même la décision de la police. Pourquoi ça traîne? Il y a des escrocs ou bien les spoliateurs dans ma parcelle. Alors, comme il y a des spoliateurs dans ma parcelle, je voudrais que le ministre s'en occupe. Je voudrais seulement être réinstallé seulement. Maman Bibomba Chimanga Hélène. C'est comme ça que Maman Virginie m'appelle. Bon, voilà. Vous avez suivi. Je crois que c'est à encourager. Mais c'est la fin qui va justifier les moyens. Nous allons voir comment lui aussi va agir. C'est sa réaction qui va nous attirer et qui va nous pousser à le féliciter. Mais déjà au départ, nous l'encourageons qu'il garde le cap. Je sais qu'il y aura des pressions très sérieuses de ces gens, de ces hommes forts qui ont gagné ces espaces, qui ont gagné ces parcelles. Vont vouloir démontrer comment ils sont plus puissants que le ministre. Mais si le ministre va céder, ce sera donc une déception, en tout cas pour tout le monde. Merci. C'est ici. N'allez jamais ailleurs. Restez branchés. C'est ici. Partageons l'émission. Sont plus nombreux, une fois de plus. Merci. Bon début de semaine.